Bonjour à vous et merci de nous rejoindre dans ce lieu magnifique, le musée Giraudet de Montargis, un musée qui vous propose ce week-end des journées portes ouvertes après 6 années de travaux et les terribles inondations de juin 2016, Héloïse. Et oui, et pour l'occasion, on vous propose cette émission spéciale Giraudet sauvé des eaux. On est ensemble pendant près de 30 minutes, on va vous raconter l'histoire très mouvementée de ce lieu, vous le faire découvrir en avant-première, vous allez voir, c'est un site d'exception. A tout de suite Héloïse. À tout de suite. Et nous voilà en direct depuis le très joli parc du musée Giraudet, ici au cœur de Montargis. On a de la chance, un rayon de soleil nous accompagne pour cette émission spéciale et nos deux invités. Pascale Gardès, directrice du musée, bonjour. Bonjour. Bienvenue. À vos côtés, Jean-Pierre Dor, député du Loiret, bonjour, merci d'être avec nous. Héloïse Brusa nous accompagne aussi depuis l'intérieur du musée pour nous faire vivre les coulisses. Héloïse, y a-t-il beaucoup de monde pour ces journées portes ouvertes ? Bonjour Rebecca, eh bien écoutez, ça arrive au compte-gouttes, mais je pense que vous devez vous en rendre compte là où vous êtes placé. Comme il y a du soleil, les gens préfèrent pour le moment admirer le superbe bâtiment depuis l'extérieur. Ils vont bientôt rentrer ici dans ces salles, puisque entre aujourd'hui jusqu'à 19h et demain entre 10h et 19h, il y a cet espace-là à découvrir. Il n'y a pas encore beaucoup d'œuvres accrochées sur les murs, mais il y a des restaurateurs qui sont là justement pour vous expliquer un petit peu le travail qu'ils ont fait. Et je suis persuadée que les Montargois vont affluer parce que c'est un site qui leur est cher, qui leur a beaucoup manqué ces 6 dernières années. Donc l'atmosphère, je vous assure, dans l'atmosphère, il y a vraiment beaucoup de fierté et d'impatience. Merci beaucoup Héloïse, on vous retrouve tout à l'heure. Jean-Pierre Dor, Pascale Gardès, qu'est-ce que ça vous fait de voir ce musée ouvert au public après de si longues années de fermeture ? Si vous me posez la question à moi, je suis très heureux. C'est tellement attendu depuis 6 années de fermeture. Petit à petit, on construisait ce musée. Le jour où on a voulu l'ouvrir, on a eu patatras les inondations qui nous ont retardé d'1 an, 1 an et demi en plus. Donc aujourd'hui, on est très fiers d'avoir ce musée ouvert. Pascale Gardès, également beaucoup de fierté. Oui, bien sûr, beaucoup de fierté. C'était un long travail. En effet, même avant les inondations, reconstruire un projet de rénovation et de restructuration de musée est assez lourd, en effet. Et donc, c'est la concrétisation de tout ce travail, plus surmonter une épreuve comme celle de 2016. Ces inondations, ces terribles inondations, on va revenir sur cet événement qui a bouleversé toute la ville de Montargis. On s'en souvient, il y a 2 ans, en juin 2016, le musée Giraudet, qui porte le nom d'ailleurs de ce célèbre peintre montargois, a payé un lourd tribut dans la catastrophe. 80% des œuvres, des collections se sont retrouvées sous l'eau. On va revenir en images sur cet événement avec Julien Bernier et François Belzo et on se retrouve juste après avec nos invités. Les collections restaurées font leur retour au musée au compte-gouttes. Ces œuvres reviennent de loin. Au printemps 2016, les réserves où elles étaient stockées se sont retrouvées inondées. De l'eau devenue le cauchemar du musée Giraudet à Montargis. Depuis qu'elle s'est engouffrée par cette grille, dans les réserves, où étaient stockées près de 3000 œuvres, qu'il faut remonter une à une pour constater les dégâts. Celle-ci est peut-être perdue. Elle est passée combien de temps dans l'eau ? Alors là, elle a passé 2 jours dans l'eau, donc il va falloir faire un premier état des lieux pour savoir ce qu'il en est et quelles ont été les conséquences de cette immersion. L'eau et la boue ont impacté plus de 80% des 3000 œuvres. Face au désastre, des restaurateurs bénévoles ont donné les premiers soins. On élimine la boue qui a été déposée avec l'eau afin d'éviter que l'œuvre ne sèche avec cette pellicule en surface, que celle-ci ne vienne donc s'incruster dans l'œuvre et aussi qu'elle ne soit une source de nutriments pour tous les micro-organismes. C'est ce qu'on veut surtout éviter. Après des mois de séchage, les collections ont été confiées à des ateliers de restauration. Le coût estimé dépasse le 1 million d'euros. Pascale Gardès, qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images ?
C'est toujours très impressionnant. C'est vrai que on a toujours une difficulté à surmonter en effet les événements et les réactions que nous avons eues à ce moment-là. Mais nous sommes Comment vous avez vécu justement ces moments? Écoutez, je les ai vécus en effet par rapport à la montée des eaux, ou plutôt à la submersion des réserves transitoires, puisque le musée est en chantier, les collections étaient déplacées. Et j'étais, grâce à un pompier, en effet, évacuée en dernière urgence avant que l'eau ne pénètre totalement dans ces réserves. Et du côté de la municipalité, Jean-Pierre Dor, vous étiez maire de la ville à l'époque. On sait que vous étiez très occupé aussi à gérer tous les sinistrés de Montargis, parce qu'il y en a eu beaucoup. Mais concernant ce musée, vous avez parlé à l'époque d'une catastrophe culturelle. Oui, tout à fait. Je pense même qu'on a eu des larmes aux yeux. On en pleurait de voir ce qu'étaient devenues toutes ces œuvres. Et petit à petit, il y a eu un travail de fourmi formidable avec un personnel qui est venu nous aider, qui est venu pour d'abord les sortir de l'endroit où elles étaient, les emmener ailleurs, les emporter dans un autre lieu et commencer un peu à revoir ce qui pourrait être fait. Et justement, durant cette opération de sauvetage des œuvres, on a vu un grand élan de solidarité. Oui, tout à fait. Et puis je me souviens quand même que et le Premier ministre, et le ministre de l'Intérieur, et la ministre des Affaires culturelles sont venus pour constater les dégâts et venir apporter aussi leur soutien. On a eu un élan de solidarité. Gardès, vous avez vu aussi des restaurateurs venus de Paris, Orléans, Tours, oui, en effet. Pour vous aider de manière bénévole. En effet, durant les 72 heures d'immersion, nous avons fait tout un travail, en effet, avec l'équipe pour alerter finalement les restaurateurs qui sont venus immédiatement et qui ont permis, en effet, par les premiers soins et par les premiers actes qu'ils ont apportés aux œuvres, de les sauver en partie, quand même, en grande partie. Alors justement, on va voir très concrètement comment se déroule ce travail très minutieux de restauration d'œuvres, puisque durant ces journées portes ouvertes ici ce week-end au musée Giraudet, vous avez mis en place un atelier restauration d'œuvres. On va retrouver dans cet atelier Héloïse Brusa. Héloïse, vous allez tout nous dire sur ce véritable travail de fourmi. Et oui, et je vais vous dire ça en compagnie de Marie, qui est montargoise et qui fait partie de ces fabuleuses personnes qui se sont présentées ici en disant est-ce qu'on peut aider au moment où justement au moment de cette catastrophe culturelle, comme l'a dit Jean-Pierre Dor. Marie, ça c'est une œuvre. Alors c'est un peu terrible. C'est une œuvre que vous aviez restaurée avant les inondations. Elle avait été restaurée en 2015. Donc par vos soins et Sophie, voilà, on travaille en binôme avec Sophie. Donc on venait de finir la restauration. Et en 2016, elle a pris l'eau. Elle était emballée, donc elle est restée très longtemps à l'humidité. Alors c'est un plâtre, c'est une transposition en relief du radeau de la Méduse qu'Etex a réalisé pour le tombeau de Jéricho. Dans quel état vous la récupérez? Qu'est-ce qu'elle a, cette œuvre, quand vous la récupérez? Alors, déjà, le plâtre, c'est un matériau qui est très sensible à l'eau et qui est armé de latis de bois. Donc, le bois a dégagé des tanins. Et tout a été fragilisé, donc la surface est complètement altérée. Et la structure, c'est jaune? C'est jaune, ça se desquame, c'est pulvérulent. Et la structure n'est plus suffisamment solide pour rester en état. Alors c'est quoi les premiers secours, les premiers soins qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on fait? Promis, je ne touche pas, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors au départ, on a sorti l'œuvre de l'eau et on l'a laissée sécher parce que ça ne sert à rien d'intervenir tant que l'œuvre est humide. Donc on a attendu, du coup elle a séché. On l'a sanglée avec des lanières pour pas qu'elle se démonte parce qu'on avait vraiment l'impression qu'elle allait partir en différents morceaux. Donc la restauration a été menée en début 2018. Donc là elle était très, très sèche. Et le premier gros souci, c'était la structure. Donc, on a été obligé de réaliser un renfort en nid d'abeille et tige d'inox et résine époxyde pour pouvoir pallier à la défaillance des latis de bois qui étaient complètement cassés et qui tenaient plus. Et concrètement, on repeint, on éponge, qu'est-ce qu'on fait dessus? Les tanins avaient taché la surface, donc elle apparaissait brune. Donc on a déjà fait des compresses pour essayer d'éliminer un maximum toutes ces colorations. Après, on a nettoyé. En même temps, les compresses ont permis le nettoyage. Il avait été rincé à la sortie parce que les bouts d'inondation, si elles restent collées, après, elles deviennent quasiment inenlevables. Ça devient très compliqué.
Après, il se trouvait que lors de notre restauration, on avait enlevé un badigeon qui avait été passé sur ce relief. Oui. On l'avait enlevé, mais de façon partielle, parce qu'il était trop adhérent pour qu'on enlève tout et que sans porter atteinte au support. Là, du coup, l'immersion a permis que ce badigeon qui restait dans les creux soit éliminé. Donc ça, Non, j'allais vous demander aujourd'hui, quand vous la voyez cette œuvre, vous ressentez quoi, vous, la Montargoise qui est venue porter secours comme ça? Je suis super contente parce que je l'ai vue sortie de l'inondation. Pour moi, elle était irrécupérable. Et là, maintenant, je la trouve magnifique. Quand on s'approche de près, c'est vrai qu'on voit que la surface a souffert. De toute façon, le plâtre s'est un peu dissous dans l'eau. Mais à une distance raisonnable de vision, l'œuvre est telle que je l'ai connue en 2015. Donc je suis ravie, quoi. Et moi aussi, je suis ravie de voir l'émotion avec laquelle vous nous parlez de cette œuvre. Vous l'avez compris, Rebecca, il y a plein de gens qui se sont mobilisés pour faire revivre ces œuvres. Je vais vous en présenter d'autres tout à l'heure, évidemment. À tout de suite. Merci, Héloïse. À tout de suite, effectivement, beaucoup d'émotions, beaucoup de solidarité autour de la restauration de ces œuvres. Il y a quand même une question que j'ai envie de vous poser, Pascal Gardès. On dit souvent que les œuvres ont dû rester 3 jours dans l'eau avant d'être sauvées. Comment ça se fait ? D'une part, l'immersion a été totale, c'est-à-dire que non seulement tout l'étage des réserves, mais l'étage au-dessus était également inondé par au moins 1,50 m. Et il faut imaginer quand même qu'autour du bâtiment et toute la ville était sous l'eau. Donc en effet, pomper pour remettre de l'eau sur le canal. Donc il a fallu en effet que d'une part le niveau de l'eau baisse pour que le pompage soit efficace. Donc il a fallu 72 heures, donc à peu près 2 jours et demi, pour que l'intégralité de l'espace dans lequel les collections étaient stockées soit vidée de son eau. Donc durant les travaux, puisque finalement ce musée était en travaux déjà au moment des inondations, est-ce qu'il a fallu réfléchir à un meilleur endroit pour ce bâtiment qui est en zone inondable pour exposer ou réserver les œuvres ? Je pense que la question n'est pas là. Je crois que tout de suite à la sortie de la salle inondée, il a fallu mettre les œuvres dans un camion réfrigéré, congelé, de façon à sécher les œuvres avant de les emporter ailleurs. Donc il y a eu tout un travail long avant d'arriver à la restauration. Il ne faut pas oublier non plus que l'immeuble ici a été inondé en sous-sol, au rez-de-chaussée, puisque entre le loin et le canal... Alors justement, est-ce que durant les travaux de rénovation, vous avez pris en compte ce bâtiment qui est en zone inondable pour mieux le rénover ? Oui, c'était en effet un des éléments qui a été pris en compte, puisque toutes les parties Red Park, puisque là nous sommes au niveau rez-de-jardin, à l'arrière du bâtiment, le Red Park, tous les locaux sont des locaux plutôt, je veux dire, ou techniques, ou des ateliers de pratique, ou des ateliers techniques. Il n'y avait aucun espace consacré aux collections. Les réserves dans ce bâtiment actuel sont au-dessus de nos bureaux, donc quasiment entre 6 et 8 mètres de haut. Et on va revenir justement, on va aller faire un tour dans les réserves tout à l'heure. Pour ce qui est de ce bâtiment qui a été rénové, puisque le projet de rénovation date d'avant les inondations, j'imagine qu'il a aussi fallu tenir compte de ce beau bâtiment qui a toute une histoire particulière au sein de Montargis, qui date du 19e siècle. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on a fait des travaux gigantesques, qui sont les travaux de rénovation. On pourra en parler de l'architecture. Donc je pense que depuis 2004-2005, on est sur le sujet. On est arrivé en 2015 à avoir terminé l'immobilier. Et malheureusement, je dis patatras, il y a eu les inondations qui nous font retarder de 2 ans. Jean-Pierre Dor, aujourd'hui, l'objectif de ce bâtiment entièrement rénové, c'est bien sûr de rayonner dans tout le département du Loiret, dans toute la région peut-être. Et plus que ça, national et international. On a des œuvres qui sont parties dans le monde entier. Ce musée est un musée de France, musée national. On a le label Musée de France. Donc je crois que maintenant, on va pouvoir offrir ce musée à toute une population très importante. On peut en être fier. C'est un patrimoine local et régional magnifique. Merci beaucoup Jean-Pierre Dor. Justement, comme promis, on va aller se rendre dans les réserves du musée, un lieu secret où on ne doit pas révéler habituellement l'endroit exact. Mais on a quand même eu l'autorisation exceptionnelle de nous y rendre. Et c'est bien sûr Héloïse Brusa qui nous fait découvrir ce lieu habituellement à l'abri des regards. Héloïse, est-ce que vous avez déniché des trésors cachés pour nous ? Des trésors cachés pour nous ?
Ok, oui Rebecca, il y en a plein des trésors autour de moi. On a effectivement l'immense bonheur d'être ici dans ces réserves et je vous garantis que l'eau ne viendra pas jusqu'ici dégrader les œuvres. Je suis avec Sidonie Lemeufredo. Bonjour, merci de nous accueillir ici. Vous êtes chargée de la valorisation des collections ici. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, quand vous voyez ces réserves qui se re-remplissent au fur et à mesure ? C'est déjà un immense plaisir de pouvoir retrouver quelque part l'intégrité des réserves de cette manière-là. Et puis, ça nous fait prendre conscience aussi du travail accompli par tous les restaurateurs, qui est un travail immense entre le moment où on a vu les œuvres vraiment abîmées et où on les retrouve restaurées. Et puis, conscience aussi du travail qui reste à faire avant d'ouvrir le musée. D'accord. Il y a de superbes œuvres autour de nous. Une œuvre qui a eu la chance de ne pas être immergée ici. Tout à fait. Une œuvre de l'école de Fontainebleau qui est peinte sur bois, qui est précieuse et qui a la chance d'avoir pu être sauvée avant l'inondation. Et puis la deuxième œuvre, c'est une œuvre de Fortuné Dufaux, un élève de Girodet, qui est une acquisition durant la fermeture. Voilà, pour vous dire aussi que le musée a continué à vivre malgré la fermeture. On est d'accord que les œuvres qui ont été dégradées par l'eau ne seront plus jamais les mêmes. Ça, il faut se le dire, il faut l'accepter. Oui. Ça a été une prise de conscience difficile, mais douloureuse même, mais toute l'équipe est consciente qu'il y a un avant et un après l'inondation, bien sûr, pour l'histoire du musée. Et justement, on a une œuvre qui témoigne vraiment bien de ça. Qu'est-ce que vous nous avez préparé ici? Qu'est-ce que vous nous avez sorti des réserves? Oui, alors c'est une œuvre de Maximilien Luce qui a la particularité d'être peinte sur carton. Et donc vous imaginez que le carton a beaucoup joué durant l'inondation. Pour vous montrer aussi qu'il y a deux sortes de restauration. Les restaurations qu'on appelle un peu complètes, qui permettent de montrer une œuvre au mur, lisible, belle. Et puis les restaurations qu'on appelle de stabilisation, qui sont en fait destinées à préserver la structure, à la restaurer, mais seulement la structure sans gêner jusqu'au maquillage esthétique. C'est ça c'est bien dans un deuxième temps. Pour cette œuvre-là, c'est vrai que c'est assez flagrant, c'est gondolé ici. Il a fallu faire un choix, hein. Les choix de restauration sont toujours des choix quelque part philosophiques et individuels, œuvre par œuvre. Et les restaurateurs à qui on a confié ce tableau ont fait le choix de le restaurer au mieux au niveau du support, mais malheureusement on ne pourra pas retrouver sa planéité. C'est ça, il y a des stigmates qui vont forcément rester, ça c'est sûr. C'est ça. Et certains, vous avez l'air de bien vivre avec ça. Et dans tous les cas, je crois qu'il n'y a pas vraiment de choix. On va terminer avec un petit cadeau, une petite surprise pour nos téléspectateurs. Ça, c'est adorable. Qu'est-ce que vous allez nous montrer? Deux des chefs-d'œuvre du musée. Évidemment, des peintures de Girodet. Bien sûr. Donc, la première, c'est le Sommeil d'Endymion, qui est une réplique d'atelier. Une réplique autographe, excusez-moi. Et nous avons travaillé dessus pendant la fermeture du musée. Et on peut vous dire maintenant, de manière complètement inédite, que c'est une œuvre qui a été commandée par Louis Bonaparte, donc une œuvre illustre. Et la deuxième, qui est accrochée juste à côté, c'est la scène de déluge. Donc celle-ci, c'est la réplique d'atelier et de la main de Girodet. La scène de déluge, c'est un tableau qui a rendu célèbre Girodet en 1806 parce qu'il a alors été comparé à Michel-Ange. Et surtout, il s'est fait connaître comme le peintre de la catastrophe. D'accord. Du coup, pas très étonnant qu'il se soit passé une grosse catastrophe ici, heureusement. Heureusement. Donc c'est un malheureux hasard. Mais c'est derrière nous, Rebecca. Maintenant, on va pouvoir profiter justement de toutes ces œuvres très bientôt. Merci beaucoup Héloïse. Effectivement, on va pouvoir venir admirer ces œuvres ici au musée Girodet. Pascale Gardès, la directrice du musée, nous accompagne toujours durant toute cette émission spéciale. Nous a rejoint Géraldine Dion. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire-géographie au lycée d'Urzy de Villemandeur. Vous avez participé à un projet artistique scolaire avec vos élèves. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, Pascale Gardès, il y a une question que j'ai envie de vous poser. Quand est-ce qu'il va rouvrir officiellement ses portes, ce musée? On parle du mois de décembre. Oui. Le musée donc ouvrira avec la muséographie et les collections au mois de décembre, puisque en effet les marchés de restauration et ceux qui sont engagés en peinture sont un petit peu plus longs puisqu'il y a des problématiques beaucoup plus lourdes que des restaurations habituelles avec des chantiers profonds, et donc certaines œuvres nécessitent vraiment un temps de restauration assez long. Donc on va attendre d'avoir cette date normalement courant décembre 2018. Géraldine Dion, je le disais, vous avez mené un projet avec votre classe, une classe de première ST2A en art appliqué et design avec le musée Girodet sur la thématique des portraits. Alors racontez-nous.
Voilà, tout à fait. Donc, nous avons travaillé sur la thématique des portraits dans le cadre d'un dispositif qui s'intitule La classe l'œuvre. C'est un dispositif national et donc il a été initié également par une collègue professeure documentaliste, Elina De Seine. Quel est l'objectif de cette classe l'œuvre? Donc la classe l'œuvre, c'est de pouvoir présenter en fait lors de la nuit des musées une action culturelle en partenariat avec un musée et une classe. Et sur le thème des portraits, donc chaque élève en groupe a étudié des portraits de Girodet justement, par exemple le portrait de Madame Rézé qui est assez célèbre. Voilà, tout à fait, le portrait Madame Rézé. Donc nous avons pu avoir accès à la correspondance d'ailleurs entre Girodet et Madame Rézé. Il s'agit d'un portrait de commande et dans le cadre de cette commande, eh bien, on a pu effectivement observer comment la commande s'était déroulée, notamment les négociations sur la taille du portrait. Alors justement, comment la jeunesse peut s'approprier une œuvre artistique d'un peintre montargois qui date il y a un siècle, plus d'un siècle? Donc cette jeunesse s'est appropriée justement ce dialogue entre les deux personnages en transcrivant ce dialogue sous la forme de SMS. Donc ils ont réalisé finalement un dialogue sous la version SMS et ensuite ils l'ont théâtralisé. C'est-à-dire qu'une élève jouait Madame Rézé qui recevait ces SMS sur le cou et sur la taille. Durant cette une fameuse nuit des musées exactement. Le 19 mai dernier, on voit d'ailleurs les images à l'écran. Pascal Gardès, c'est important justement que ce musée Girodet soit ancré dans ce territoire du Montargois avec la jeunesse autour, dans l'agglomération. Oui, bien sûr. Tout le travail, ça c'est depuis assez longtemps en effet. Nous menons un travail de médiation et d'accompagnement aussi avec les établissements scolaires, mais aussi avec d'autres établissements ou des associations pour valoriser ces collections et aussi avoir des retours ou un travail en effet d'interprétation, puisque là la classe l'œuvre nous a permis pour nous aussi d'avoir un regard renouvelé finalement sur ces collections, de voir la richesse et la manière dont l'œuvre de Girodet, mais ça pourrait être l'œuvre de Tricti ou d'un autre artiste de la collection, pouvait être interprétée, compris, très bien compris d'ailleurs par les élèves et réinterprété. Et justement, pour continuer à faire vivre ce musée, pour le renouveler, vous avez entrepris d'acquérir de nouvelles œuvres. On va retrouver Héloïse Brusa qui se trouve dans l'atelier des nouvelles acquisitions. Héloïse, vous avez, je crois, de très belles choses à nous faire découvrir. Et oui, c'est une toute petite pièce, mais avec de très grands chefs-d'œuvre. On va dire ça comme ça. Ouais, on ose le mot. Et je suis avec Sidonie, c'est pas elle qui va me dire le contraire parce que je sens qu'il y a de la fierté quand vous regardez ces deux nouvelles œuvres, deux acquisitions pour le musée Girodet. On a une œuvre de Girodet qui s'appelle Mardochée. Oui. Un mot dessus. Alors c'est une œuvre exceptionnelle parce qu'elle n'était pas réapparue depuis la vente de l'atelier de Girodet en 1825. Vous voulez dire qu'on avait perdu sa trace? Exactement. Voilà. Et donc c'est la galerie Jean-François M qui nous l'a proposée et donc elle est exceptionnelle aussi par sa qualité. Et la deuxième, de la même manière, c'est une œuvre inédite d'Henri de Tricti, la reine de Saba, produite en lien avec sa grande décoration de la chapelle du Prince Albert à Windsor et qui provient probablement d'une très belle collection en Angleterre. Qu'est-ce que ça va apporter au musée Girodet d'avoir ces deux éléments en plus? Alors elles ont été choisies de manière très concertée, en partenariat avec l'État qui a apporté le Fonds du patrimoine et la région. Bien sûr, sans eux on ne peut rien faire. Exactement. Hein, juste pour vous dire investir. Exactement. Les acquisitions se font en partenariat avec les services d'État et de région. Et puis elles vont compléter le parcours puisqu'il y a assez peu d'œuvres de marbre en marbre de Tricti, puisqu'on conserve essentiellement son fonds d'atelier. Et de cette période de Girodet, aux alentours de 1790-1800, la collection est plutôt pauvre, même si elle a des chefs-d'œuvre, évidemment. Gilbert, moi j'ai envie d'avoir un petit peu votre ressenti. Vous êtes montargois, vous êtes de la Société d'émulation de Montargis, mais moi si je vous ai demandé de venir ce matin, c'est parce que vous avez contribuer financièrement aussi à sauver Girodet. Au lendemain des inondations, on a demandé aux habitants de participer à une campagne de financement participatif et vous y êtes allés. Pourquoi ? Écoutez, effectivement, nous avons reçu tout de suite un courrier de Sidonie, d'ailleurs. Donc, tous les membres de la Société d'émulation se sont mobilisés parce que ce musée, c'est un peu le nôtre aussi, puisque en 1853, quand la société a été créée, elle a été créée pour favoriser la création d'un musée à Montargis. Donc, tous ceux qui étaient adhérents à l'époque étaient en même temps des mécènes. Voilà. Donc, c'est un peu notre musée et pour... Voilà, pallier à la catastrophe de l'inondation, c'est vrai que quand quelqu'un se noie, on l'engueule après de ne pas avoir appris à nager, mais on essaie de le sauver d'abord. Oui, on lui tend une main quand même. Exactement. Donc je crois que beaucoup d'adhérents se sont effectivement mobilisés et la société en tant que telle aussi. Votre sentiment à vous aujourd'hui, c'est quoi? Content, heureux,
Ah ben oui, bien sûr. Avoir participé à un sauvetage comme ça, c'est une chose importante pour tout le monde, pour le Gâtinais, pour l'art en général, bien entendu. Il fallait que ça se fasse. Et en espérant que ça ne se reproduira plus jamais. Je crois que les leçons devront avoir été prises. Exactement. Et vous êtes très très impatient, comme beaucoup de gens ici justement, que le musée rouvre enfin ses portes. Ce sera pour la fin de l'année, Rebecca. Mais en attendant, il y a tout ce week-end pour en profiter. Tout à fait, merci beaucoup Héloïse, merci à votre invité Pascal Gardès. Effectivement, un lieu, le musée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est un lieu qui doit se renouveler tout le temps, plus encore dans ce musée Giraudet qui vit une véritable renaissance aujourd'hui. Oui. Bah, les missions en effet de tout musée et surtout des musées de France, c'est à la fois l'enrichissement des collections, l'ouverture à des publics variés et en effet, au moment à la fois à la fermeture du musée, nous avions créé un petit espace qui était le petit musée Giraudet qui était au cœur de la ville et créer aussi un dispositif itinérant avec musée nomade qui nous permet en effet d'aller dans des lieux inhabituels comme des EHPAD, des hôpitaux de jour ou des établissements scolaires. Donc on parlait des nouvelles acquisitions également. Est-ce qu'à l'ouverture janvier 2019, vous allez aussi organiser des expositions temporaires ? Ah oui, bien sûr. Il y a une exposition, il y a un projet là actuellement d'exposition temporaire qui est en cours, qui est assez lourd, qui est celui de présenter le salon de 1819 pour 2019, qui est un salon extrêmement important à la fois pour l'origine, la naissance du romantisme, où avait été présenté à la fois le radeau de la Méduse de Géricault, mais aussi Pygmalion et Galatée de Giraudet. Et puis, il y aura bien sûr régulièrement dans la programmation des expositions dossiers qui permettront de renouveler et de présenter des œuvres qui sont en réserve ou des œuvres qui ne seront pas dans le parcours permanent. Merci beaucoup Géraldine Dion. Un dernier mot, vous qui êtes en contact avec la jeunesse ici à Montargis et dans l'agglomération, c'est important que ce musée soit un lieu vivant aussi. Oui, c'est important que ce soit un lieu vivant et ça l'est. C'est vrai qu'avec Pascal Gardès et la médiatrice culturelle Anne-Marie Duboucher, on a vraiment très très bien travaillé et la rencontre directe avec les œuvres, c'est une richesse énorme pour les élèves. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir accueillis ici dans votre musée. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci aux équipes techniques qui ont permis la réalisation de cette émission spéciale. On va se quitter justement ce midi en musique avec la jeunesse, puisqu'on en parlait à l'instant avec les violons d'Amilly. C'est un orchestre, ils sont 15 jeunes gens. Ils vont nous jouer un morceau. On les écoute et puis nous on se dit à bientôt.